RC One vous est présenté par Horizon Hobby, rcteam.fr, le magasin en ligne dédié à la voiture RC, et Fun RC Toys, le spécialiste du modélisme radiocommandé en France. Bonjour et bienvenue pour ce deuxième numéro de RC One sur Motors TV. Chaque hiver, une catégorie à la cote parce qu'elle permet de jouer dans des espaces plus ou moins réduits et au chaud. Cette catégorie, c'est la Mini Z. La Mini Z, une petite voiture à l'échelle 1/27e. On dirait une maquette, mais en réalité, c'est une véritable voiture de compétition. De nombreuses compétitions sont organisées dans les régions, dont une Coupe de France, et c'est cet événement que nous avons suivi ce mois, comme vous allez le découvrir tout de suite dans le sommaire. Nous nous sommes rendus le mois dernier au Salon international du jouet de Nuremberg et nous avons sélectionné pour vous les grandes nouveautés RC 2013. À l'essai ce mois, le Fantôme, un multirotor d'initiation à la prise de vue aérienne, et le Glamis Uno, un buggy 1/8e de chez Vatera, une nouvelle marque de voiture RC. Nous avons aussi couvert la Coupe de France de Mini Z. L'occasion de vous présenter cette mini voiture de compétition qui s'est déjà vendue à plus d'1 million d'exemplaires. Nous nous sommes rendus le mois dernier à Nuremberg pour le Salon international du jouet qui permet chaque année de rencontrer tous les acteurs du modélisme et de découvrir tous les nouveaux produits de l'année. Voici maintenant notre sélection des nouveautés de cette édition 2013. Si le marché de la voiture RC se porte plutôt bien, celui des multirotors est euphorique. La marque emblématique de la discipline, DJI Innovation, exposait ses produits sur un stand tape à l'œil, au cœur duquel les démonstrations du Fantôme se succédaient. Le Fantôme, c'est un nouveau multirotor prêt à voler, design très accessible et que nous avons essayé ce mois pour RC One. Toujours dans le domaine des multirotors, nous avons découvert Sky Hero, une jeune start-up belge qui conçoit des châssis d'un nouveau genre et au design époustouflant. Deux modèles sont déjà au catalogue, le Spy et le Spider, un Hexa et un octocoptère, tous les deux contrarotatifs. Ces deux châssis sont pliables et ont la particularité d'avoir des bras avant plus courts pour éviter de gêner la prise de vue. Ces deux magnifiques châssis devraient être disponibles très rapidement sur le marché français à un prix très attractif. Chez Horizon Hobby, on fêtait le lancement de Vatera. Cela faisait plusieurs mois que les ingénieurs qui conçoivent aussi les voitures Losi préparaient le lancement de cette nouvelle gamme. Une gamme très complète et qui ne va cesser de s'étoffer au cours de l'année. Dans la gamme tout-terrain, il existe 4 modèles bien différents. Le Glamis, un buggy à l'échelle 1/8e, pouvant atteindre les 90 km/h et que vous pouvez découvrir à l'essai ce mois. Le Twin Hammer est un buggy au look maquette que l'on pourrait ranger dans la catégorie des race crawlers et qui devrait plaire aux amateurs de scale et de rocher. Enfin, plus petit, le Kemora et le Kalahari sont respectivement des reproductions de voitures de rallycross et de rally raid au 1/14e. On retrouve sur ces deux modèles de nombreuses pièces communes au Mini 8. Équipés de moteurs brushless, ces deux véhicules sont de vraies petites bombes que les débutants pourront brider via l'émetteur Spectrum le temps du domptage. Enfin, côté bitume, il y a un châssis pour 3 superbes carrosseries, deux Camaro d'hier et d'aujourd'hui et une Nissan GT. Ces modèles Touring sont livrés avec des moteurs brushed, mais le châssis peut bien évidemment accepter des motorisations plus musclées. Sur le stand Tamiya, on pouvait découvrir le nouveau camion de la marque, une superbe reproduction du Mercedes Actros Gigaspace. Une sortie qui confirme les rumeurs qui circulaient dans le milieu des mini-routiers et au vu du nombre des précommandes chez les revendeurs, ce camion devrait rapidement devenir un best-seller. D'autres nouveautés étaient présentées sur le stand Tamiya, tout comme le nouveau châssis d'entrée de gamme, le TT02, ou l'Agrios, un monster truck de loisirs et de début. Si dans les allées de Nuremberg, le français n'est pas la langue la plus parlée, il y a tout de même des Français à la Toy Fair.
Comme le nom ne l'indique pas, Hobbytech est bien une marque de voitures française conçue à Toulouse. Sur leur stand, deux carrosseries attiraient tous les regards, un concept car et une très belle reproduction de DS pour coiffer le châssis de piste 1/8 de la marque, le STR8 GT. 8e toujours, Hobbytech présentait la nouvelle version du Spirit, un buggy de compétition thermique qui est aussi disponible en électrique. Hobbytech propose une très belle gamme de voitures bien conçues et bien construites, une marque qui en vaut bien d'autres mais qui malheureusement, et à tort, connaît bien moins de succès sur les forums. En aéromodélisme, c'est le stand de Multiplex qui attirait tous les regards avec la sortie de 3 nouvelles machines. Le Funman, un petit avion de début. Le Solius, une grande plume avec une clé d'aile innovante qui autorise un profil plus fin et qui offre une meilleure résistance. Enfin, nous avons découvert le Toucan. Première semi-maquette du fabricant allemand, cette reproduction du Tucano est une merveille et on attend avec beaucoup d'impatience la sortie des trains rentrants qui seront disponibles en option à partir du mois d'avril. Dans le domaine de la compétition, Mugen exposait fièrement son titre de champion du monde, entêté un 8e devant sa nouvelle machine, le MBX7. Si le marché de l'aéromodélisme stagne, le marché de la voiture RC se porte bien et la progression serait même exponentielle au dire de certains fabricants. C'est sur cette belle note d'optimisme que nous avons quitté l'édition 2013 de la Toy Fair. Surveillance opérationnelle. Jamais la prise de vue aérienne n'a été aussi facile. Le développement et la démocratisation des multirotors ont facilité cette activité et l'ont rendue plus économique. C'est encore plus vrai avec l'arrivée sur le marché du Phantom, une machine prête à voler que l'on doit à DJI Innovation. Le Phantom est un quadrirotor compact, seulement 39 cm de diamètre, qui est entièrement caréné. Le design de la machine est plutôt réussi, tout comme celui de la radiocommande. Cette radiocommande est livrée avec le Phantom et disponible en mode 1 ou 2, avec le manche des gaz à droite ou à gauche. Dans la boîte qui n'est pas sans rappeler celui d'un notebook de la célèbre marque à la pomme, on trouve aussi un chargeur et un accu LiPo 3S de 2200 mAh qui permet des vols d'une petite dizaine de minutes. La préparation de la machine est rapide, il suffit de visser le train d'atterrissage, de brancher la prise du compas et de monter les hélices. La lecture de la notice, téléchargeable, est obligatoire pour calibrer le Phantom et comprendre les nombreux signaux lumineux émis par la machine. Une fois le calibrage effectué, on peut démarrer les moteurs et pousser franchement le manche des gaz pour faire décoller le Phantom. La tâche est des plus simples et la stabilité de ce multirotor est incroyable. On peut alors commencer à se familiariser avec les différentes commandes. Les LED rouges et vertes situées sous le Phantom permettent de différencier l'avant de l'arrière, nécessaire au pilotage de ce type de machine en forme de croix. C'est le contrôleur de vol NASA avec fonction GPS qui est utilisé dans le Phantom. Le GPS permet à la machine de conserver sa position et de se stabiliser lorsque les manches sont ramenées au neutre. Il permettra aussi au Phantom de revenir se poser tout seul en cas de perte du signal radio ou en fin de batterie si vous n'avez pas tenu compte des avertissements lumineux. Enfin, le GPS offre aussi une fonction bien utile aux néophytes, le IOC, qui évite l'inversion des commandes. Le Phantom reviendra toujours vers vous en tirant le manche, même si le Phantom a pivoté. Le pilotage est intuitif et rassurant pour les débutants. Le Phantom est prévu pour embarquer une caméra GoPro sur un support spécifique livré avec la machine. L'installation est donc une simple formalité et le surpoids ne se remarque pas au niveau du pilotage.
Si les puristes préfèrent monter, câbler et régler leur multirotor, le Phantom permet au plus grand nombre d'accéder à la discipline pour un peu moins de 600 €. Un prix justifié si on analyse le contenu de la boîte. Malgré sa petite taille qui le rend vite vulnérable au vent et de légères dérives observées en mode GPS, nous avons été convaincus par le Phantom qui est sans aucun doute le meilleur appareil de sa catégorie. Nous avons couvert ce mois la Coupe de France de Mini Z organisée à Talent par le Mini Racing Club de Fontaine-les-Dijon et nous allons en profiter pour vous présenter cette petite voiture RC au 1/28e lancée sur le marché par Kyosho en 1999. Les Mini Z qui sont vendus prêts à rouler permettent de se faire plaisir immédiatement en sortie de boîte, mais quelques modifications sont nécessaires pour fiabiliser la voiture ou la rendre plus performante. La moquette est la surface de prédilection de la Mini Z, mais la dureté des pneus d'origine n'est pas adaptée. Michael Derderian nous présente les différentes alternatives. Effectivement, donc on va dire dans toutes les disciplines, donc notamment la Mini Z, les pneus c'est très pondérant, c'est 80% on va dire de l'efficacité de la voiture. Donc du coup on a deux types on va dire de pneus qui existent, soit des pneus mousse, donc là c'est la catégorie Open, donc que voici. Faut savoir que ces pneus sont vendus sur jantes et qui sont collés. Et l'autre catégorie, donc, c'est la catégorie stock, où il existe des pneus en caoutchouc, ou plus communément appelés du silicone. Voilà, différentes sculptures et différentes duretés, sachant on va dire qu'en stock, en caoutchouc, on utilise principalement à l'arrière du 7 ou du 10 short, rarement au-dessus, parce qu'après l'arrière devient délicat. Et au niveau de l'avant, ça dépend, on va dire, du pilote, mais en général, ça se joue entre du 10 ou du 20, et on privilégie, on va dire, le slick, parce que le strié s'use très vite, et du coup, la voiture a un comportement plus aléatoire, on va dire, et moins constant dans la durée. Au rayon des moteurs, il y a pléthore de modèles plus ou moins puissants, mais attention, certains nécessiteront une modification de la platine, le cœur de la Mini Z, comme nous l'explique Gilles Rolandez. Alors, la limite de la platine d'origine, c'est de passer des petits moteurs, on va dire, des moteurs 50 jusqu'à 43 tours. Après, on change les fêtes, donc on va changer les puces de puissance. Où là, on va pouvoir passer des moteurs beaucoup plus gros, des moteurs qui sont, je dirais, 32 tours PN, ou atomique, T2, Z2, voilà. Au niveau de la transmission, le moteur d'une Mini Z est en prise directe avec un différentiel qu'il est aussi conseillé de remplacer par un modèle à billes plus performant. Le différentiel de chez Kyosho est une référence, même si quelques modifications doivent être faites. Le modèle d'origine Kyosho est un modèle avec une couronne qui se trouve sans roulement intérieur. Et on peut également mettre des couronnes soit atomiques, soit PN, avec un roulement intérieur et également des billes céramiques. Mais il faut faire une petite modification sur ce différentiel. Parce que si on monte tel quel, ça ne fonctionne pas. Alors il faut modifier le plateau d'appui intérieur, qui est légèrement plus épais. Et si on le laisse tel quel, le roulement vient porter sur le plateau. Et lorsque l'on serre le diff, en fait, le roulement vient porter sur le roulement intérieur de la couronne et non pas sur les billes. Ce qui nous donne un différentiel inréglable. Donc il faut le régler assez finement, de manière que la motricité soit là, sans qu'il soit trop dur. Parce qu'un différentiel dur va retirer de la direction, un différentiel souple va donner de la direction. Donc après, c'est au pilote de régler son différentiel suivant ce qu'il veut, en fait, ce qu'il désire. Maintenant que vous savez comment rendre plus performante votre Mini Z, vous allez pouvoir goûter aux joies de la compétition. Il règne dans les courses de Mini Z une ambiance unique et propre à cette catégorie, comme le démontre l'enthousiasme et la convivialité des pilotes. Ce que j'aime dans la Mini Z, en fait, c'est la précision, c'est en fait la finesse des réglages, le coût aussi qui reste quand même raisonnable. Enfin, c'est tout, c'est le pouvoir de faire des pistes. Enfin, on peut tout faire, on peut tout imaginer, donc c'est vraiment un plaisir. Puis c'est exactement pareil qu'une voiture. Il y a une ambiance du tonnerre, on s'éclate. Là, pendant 3 jours, c'est un week-end de rêve. Mais vraiment, on connaît tous les potes
de toute la France via un forum qui s'appelle Mini-Z France. Et c'est sur ce forum qu'on se rencontre, qu'on organise des compétitions, qu'on inscrit, on garde le contact avec Mini-Z France. Voici maintenant quelques recommandations. La Mini-Z est un virus très contagieux. Attention, il peut aussi se transmettre à la jante féminine et aux enfants. C'est vraiment un hasard en fait. J'avais un collègue de bureau qui est ici présent, qui n'arrêtait pas de parler de la Mini-Z. Donc une fois au bureau, il nous a montré un petit peu ses voitures. J'ai dit oh, non mais c'est pour les enfants, ça c'est pas pour les adultes. Puis une fois, je suis passée chez lui, je l'ai vu tourner. Donc j'ai pris la radio entre les mains, j'ai essayé et là je l'ai adoptée. Quand on la maîtrise bien, c'est agréable. Donc c'est tourner avec d'autres pilotes, c'est pouvoir se positionner, faire aussi des petits dépassements, réussir à améliorer au fur et à mesure son chrono, c'est pas mal. Déjà parce que papa il en fait et c'est pas vraiment l'esprit de compétition, c'est un peu amusant. Si c'est au Japon que l'on pratique le plus la Mini-Z, la France n'est pas en reste, comme nous l'explique Patrick Barriot, qui dirige un site de vente en ligne spécialisé. Voilà, en France aujourd'hui, la Mini-Z, c'est une vraie catégorie. Avant, les gens qui faisaient de la Mini-Z faisaient en hiver de la Mini-Z et en été une autre catégorie. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les gens qui font de la Mini-Z en font toute l'année. C'est une vraie catégorie à part entière. Patrick nous dévoile maintenant la prochaine évolution de la Mini-Z qui n'était pas imprévisible. Pour moi, aujourd'hui, c'est la Mini-Z MR03 VE qui va complètement bouleverser le système parce qu'on va passer avec des moteurs brushless. Le gros changement et la petite news pour RC1, je vous la donne. L'année prochaine, moteur brushless autorisé à la Coupe de France. Dans quelques instants, nous reviendrons sur l'aspect compétition de cette Coupe de France Mini-Z 2013. Mais juste avant, voici un nouvel essai, le Glamis de chez Vatera. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous avons essayé ce mois le Glamis Uno, l'un des 7 modèles actuellement proposés par Vatera, la nouvelle marque de voitures RC. Le Glamis est un buggy maquette 1/8, 2 roues motrices, qui est conçu autour d'un châssis cage en aluminium, qui n'est pas sans rappeler celui du Baja 5B de chez HPI. Le Glamis est livré prêt à rouler avec un chargeur, un accu LiPo 2S de 3000 mAh et une radio Spectrum. Esthétiquement, le Glamis est réussi. C'est une machine très homogène avec des éléments réalistes comme les jantes, l'habitacle ou les phares qui peuvent être équipés de LED. On a aussi apprécié la qualité des plastiques, les amortisseurs en alu et les biellettes réglables. La transmission est classique avec un différentiel tout en métal et un slipper réglable. La motorisation maison, siglée Dynamite, est composée d'un moteur brushless de 3300 kV et d'un contrôleur pouvant accepter les accus 3S. Avec une telle configuration, le Glamis peut atteindre les 90 km/h, comme l'annonce Vatera dans son argumentaire commercial. L'électronique est très bien protégée par la carrosserie qui enveloppe parfaitement la machine et par un boîtier étanche qui accueille le récepteur. La carrosserie et le cache pilote tableau de bord ne sont pas évidents à enlever. 8 clips doivent être retirés pour mettre le châssis à nu. Heureusement, cette manipulation se limite aux opérations de maintenance, l'accu étant accessible par une trappe située sous le châssis. L'idée est bonne, même si le mécanisme de verrouillage a tendance à se gripper avec les projections de terre et de boue. Comme sur la plupart des buggy de ce type, le Glamis est équipé de pneus à picot à l'arrière et de pneus lignés à l'avant. Une monte qui convient parfaitement à une utilisation tout-terrain. Aussi à l'aise en milieu urbain qu'en milieu forestier, le Glamis peut convenir à un très grand nombre de modélistes. Le Glamis est très bien équilibré et nous avons beaucoup aimé son comportement sur les sauts. C'est une machine saine, fiable, que nous avons pourtant malmenée durant 3 heures dans des conditions hivernales difficiles, mêlant neige, eau et boue. La puissance du Glamis est diabolique et les runs gaz à fond sont un régal, même si on doit rester conscient que le moindre écart pourrait causer pas mal de dégâts à la voiture ou au tibia d'un promeneur.
Les débutants pourront s'éviter quelques sueurs froides en limitant la puissance via un interrupteur sur la radio. En conclusion, cette voiture est bien née. En termes de qualité, de performance, de fiabilité et de prix, 430 €, le Glamis se hisse au niveau des meilleurs. On vous a présenté la Mini Z et ses différents aspects techniques. Place maintenant à la compétition avec dans un instant sur ce podium les meilleurs pilotes français qui vont s'affronter dans 2 catégories, stock et open. Place à la compétition et nous connaîtrons dans un instant les champions de France 2013. Mais avant de revoir les dernières manches des séries A, c'est-à-dire celles des meilleurs pilotes du week-end, les organisateurs reviennent sur cette compétition. Alors aujourd'hui, les gens qui participent à la Coupe de France, ce sont tous les meilleurs pilotes de France. Donc on va retrouver des gens du sud, du nord, de l'est, de l'ouest. Et on organise cette course une fois dans l'année. Aujourd'hui, nous avons 2 catégories. Une catégorie stock où ils ont des moteurs stock et des pneus en caoutchouc. Et une catégorie open où on retrouve des gros moteurs avec des T2 et des pneus en gomme mousse. La grande différence, souvent on les retrouve au niveau des carrosseries. Est-ce que la dernière manche a réservé des surprises? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec la Série A en stock. Et c'est le poleman Damien Pichereau qui est le premier à passer sous l'arche de comptage après le départ à l'équerre donné dans la grande ligne droite de ce tracé très rapide. Damien, qui n'a jamais été très loin du titre les années passées, a rarement été inquiété durant le week-end. Il doit cependant se méfier d'Alexandre Poyen qui est très bien revenu dans la 5e manche et qui a même 2 secondes d'avance au départ de la dernière course. Pour obtenir le titre, Alexandre Poyen doit coller Damien Pichereau dans cette dernière manche. Malheureusement pour lui, ça ne sera pas le cas et Damien va prendre le large pour aller décrocher le titre de champion de France 2013, un titre qui le remplit de joie. Je suis pas passé loin en 2011 principalement, où vraiment je finis 4 ou 5e, donc j'étais tout prêt. Cette année je voulais pas la laisser passer, donc bon, ça y est, c'est fait. Après une grosse bagarre avec Alexandre, en ami normand, maintenant c'est bon, c'est dans la poche. Ouais, j'ai cru un problème mécanique en fait dans une des épingles où la voiture part un tout petit peu de l'arrière. Et à ce moment-là, j'ai cru que soit j'avais perdu un écrou ou autre. Et toute la fin de course, on se demande un peu ce qui se passe et c'est passé. Heureusement, c'était à 1 minute 30 de la fin, parce que ça aurait été plus tôt, ça aurait été tendu. Maintenant, en Mini Z, la saison s'arrête. Je vais plutôt m'entraîner au club. On a la chance, grâce à la mairie de Mussane, d'avoir un nouveau local qui m'a permis justement de m'entraîner et d'arriver là où je suis maintenant. Donc on va continuer pour essayer d'aller l'an prochain en Open et aller avec les meilleurs. C'est le but. Hein. En Open, l'élite des pilotes de Mini Z, rien n'est fait avant la dernière manche entre Carlos Guerrero et Thomas Guillon. Carlos a l'avantage de partir en tête et peut empêcher Thomas d'accrocher les 35 tours, seule condition pour lui de remporter le titre. Après 2 minutes 30 de course et un dépassement difficile, Carlos part à la faute et passe sous une goulotte qui délimite le circuit. Thomas passe en tête et pendant 3 minutes, il est champion de France avec un prévisionnel de 35 tours. Le stress de cette dernière manche rend les pilotes plus nerveux et les dépassements plus difficiles. Cette situation empêchera Thomas Guillon de remporter son 3e titre de France. Et c'est donc Carlos Guerrero qui finira 2e de cette manche, qui décrochera le titre 2013. Très heureux. C'est vraiment une très bonne sensation. J'ai vraiment lutté tout le week-end pour maintenir ma position. C'est que du bonheur. Je n'étais pas sur une stratégie de course pure en fait. Je m'attendais à ce que le deuxième attaque au maximum sur la voiture, ce qui pénalisait sur la consommation des accus et qui l'empêcherait d'atteindre les 35 tours qui auraient pu supprimer le titre de champion de France. Mon objectif maintenant, ce sera, on va dire, à regagner l'année prochaine. Ce numéro de RC1 est terminé, nous vous donnons rendez-vous sur les réseaux sociaux pour suivre toute notre actualité et dans un mois pour un nouvel épisode.